Aujourd'hui, on se penche sur une carte du monde un peu particulière. Une carte qui ne montre pas vraiment les frontières, mais plutôt les connexions, le pouvoir, la richesse et les fractures. Bref, une cartographie de la mondialisation. D'un côté, une oasis isolée au cœur du Sahara. De l'autre, Los Angeles, une métropole mondiale hyper connectée. Deux lieux, deux ambiances radicalement posées. Et pourtant, même dans le silence du désert, les échos du monde globalisé finissent par arriver. Alors la grande question c'est, comment se fait-il que certains endroits soient au cœur du réacteur mondial alors que d'autres semblent complètement en marge? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Voilà le programme. On va plonger dans les centres de commandement, on va voir qui sont les laissés pour compte et surtout, on va décrypter les règles du jeu de ce monde interconnecté. Allez, c'est parti. Bon, commençons par la base. De quoi parle-t-on quand on parle de ce fameux réseau mondial? La mondialisation, en fait, c'est cette immense toile tissée par toutes sortes de flux. Le commerce, la finance, l'information, tout ça connecte la planète. Mais attention, cette toile n'est pas uniforme, elle est pleine de nœuds, de centres et de zones où les mailles sont beaucoup plus lâches. Justement, parlons-en de ces nœuds. Qui tire vraiment les ficelles de ce réseau? Où sont les véritables centres de commandement? Eh bien, pendant très longtemps, la réponse tenait en un mot, ou presque, la triade élargie, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie-Pacifique. Ces trois pôles ont été, et sont encore en grande partie, le moteur de l'économie mondiale. Et les chiffres sont juste vertigineux. Imaginez, 80% de la richesse mondiale, 75% du commerce, 75% de la recherche, tout est concentré là. C'est dire le poids de ces régions dans la balance. Et si on zoome encore, au cœur de cette triade, on trouve un archipel de villes-mondes. Tokyo, New York, Londres, Paris. Ce sont les véritables cockpits de la mondialisation. Mais attention, le jeu est en train de changer. De nouvelles puissances, les fameux BRICS, montent en puissance et viennent bousculer un peu cet ordre établi. Bon, on a vu les centres de pouvoir. Maintenant, regardons l'autre côté de la médaille. Qui sont ceux qui restent sur le quai? 47, ce n'est pas juste un chiffre. C'est le nombre de pays classés par l'ONU comme pays les moins avancés. Et le plus frappant, c'est que sur ces 47 pays, 33 se trouvent en Afrique. Alors pourquoi? C'est souvent un cocktail explosif. Pauvreté, dépendance à l'aide extérieure, un endettement très lourd, des conflits. Parfois, certains sont même intégrés, mais de la pire des manières, à travers ce qu'on appelle la mondialisation grise, les trafics de drogue, d'armes, etc. Il y a cette phrase de Tolstoï qui, même si elle a plus d'un siècle, est d'une actualité brûlante. Elle illustre parfaitement ce piège de la dette qui maintient de nombreux pays dans un état de dépendance quasi permanent. Mais ce qui est le plus fou, c'est que cette division entre centre et périphérie, ce n'est pas qu'une histoire de pays. C'est un schéma qu'on retrouve absolument partout, à toutes les échelles. Oui, ce fameux modèle centre-périphérie, on le retrouve à l'intérieur même des nations, et même quand on zoome à l'échelle d'une ville. À l'échelle d'un pays, par exemple, on voit souvent le phénomène de littoralisation. Les côtes, qui sont les portes d'entrée du commerce mondial, concentrent toute l'activité et la richesse. Pendant ce temps, l'intérieur des terres est souvent un peu délaissé, servant surtout à fournir les matières premières. Et en ville, c'est encore plus flagrant. On peut avoir des quartiers d'affaires hyper modernes, des résidences ultra sécurisées qui côtoient des bidonvilles où les gens vivent dans une précarité extrême. La mondialisation, c'est aussi ça. D'accord, on a vu le constat. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un territoire devient un centre ou, au contraire, une périphérie? Quelles sont les règles du jeu? Eh bien, c'est assez simple. D'un côté, on a les facteurs qui attirent les investissements comme des aimants. Être bien connecté, avoir une stabilité politique, une main-d'œuvre qualifiée, de bonnes infrastructures. Et de l'autre, on a les repoussoirs. L'isolement géographique, l'instabilité, la pauvreté, le manque de routes ou de ports. Mais, et c'est le point le plus important, cette carte du monde n'est absolument pas figée. Tout bouge et tout le temps. Le destin d'un territoire peut basculer très vite. La découverte d'une ressource stratégique, comme le lithium en Bolivie, peut propulser un pays sur le devant de la scène. A l'inverse, tout miser sur une seule ressource, comme le pétrole pour le Venezuela, peut se transformer en véritable catastrophe quand les prix s'effondrent. Bien sûr, les territoires ne subissent pas passivement. Ils déploient des stratégies pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Ils construisent des ports, des routes, créent des zones franches avec moins d'impôts. Certains se transforment même en paradis fiscaux pour attirer l'argent. Ce qui nous amène à la question finale. À quoi ressemblera cette carte en 2050? Entre la montée en puissance de nouveaux acteurs, la course aux ressources nécessaires pour la transition énergétique, une seule chose est sûre. Les cartes sont en train d'être complètement rebattues. Et le jeu est loin d'être terminé.